Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'ouverture sur le monde de l'innovation et du numérique. Alors aujourd'hui, c'est une plongée dans l'histoire des réseaux que je vous propose. Nous découvrirons les coulisses des tout débuts d'Internet et puis une petite histoire illustrée de la viralité. Nous parlerons aussi de notre patrimoine numérique et de ce que nous laissons chaque jour en héritage. On parlera aussi de cette histoire qui peut nous permettre de mieux comprendre les nouveaux usages technologiques. Ce sera la grande interview d'une chercheuse et historienne des réseaux, Valérie Schaeffer. Mais avant ce rendez-vous historique, nous découvrirons avec Jérôme Bouteiller ce qui a fait l'actu de la semaine dans le secteur du mobile. On débriefera également des récentes annonces d'Apple. Et pour terminer cette semaine en beauté, je vous proposerai un voyage parmi les comètes. Mais tout de suite, donc place à l'actu mobile et business avec Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. On va parler de la prise de pouvoir du mobile sur l'industrie des processeurs. Oui, tout à fait. Apple a dévoilé mardi soir de nouveaux ordinateurs qui abandonnent les processeurs Intel au profit de ses propres processeurs Apple Silicon. Mais au-delà d'un simple changement de fournisseur, c'est effectivement un changement d'architecture de processeurs, ce qui est très rare dans l'industrie informatique. Et ça marque effectivement une prise du pouvoir du mobile dans l'industrie du processeur. Plongeons-nous dans les années 90. À l'époque, une société britannique, Accord Risk Machine, collabore avec Apple d'ailleurs à l'époque sur une nouvelle architecture de processeurs, l'architecture ARM. Et à l'époque, l'industrie informatique est clairement dominée par l'alliance Wintel, Windows de Microsoft, mais également les processeurs Intel. Et à l'époque, le mot d'ordre, c'est la performance. On a tous en tête la loi de Moore, Gordon Moore, le cofondateur d'Intel, qui annonce que la puissance des processeurs va doubler tous les 18 mois. À l'inverse, ARM mise sur la simplicité, sur la sobriété, en déclinant une version simplifiée de l'architecture RISC. Et ils vont mettre sur le marché des processeurs très bon marché et surtout très sobres en consommation électrique qui vont équiper des boîtiers télé, des calculatrices et déjà les premiers téléphones mobiles. Et donc, ils vont séduire Apple. Alors, pas tout de suite, puisqu'en 2005, lorsque Apple abandonne les PowerPC, qui étaient ses processeurs historiques, ils choisissent les processeurs Intel, puisqu'à l'époque, il faut que le Mac soit suffisamment puissant pour rivaliser avec les PC. Mais en 2007, lorsque Apple et Steve Jobs dévoilent le premier iPhone, c'est effectivement un processeur ARM qui est utilisé pour ces smartphones. Et d'ailleurs, tous les grands constructeurs de smartphones à l'époque vont opter aussi pour cette architecture ARM, et ils vont s'équiper auprès de fournisseurs en nanotechnologie comme le français STMicro, le taïwanais TSMC ou l'américain Qualcomm. Et malgré les tentatives d'Intel de pénétrer ce marché avec ses puces Atom, c'est vraiment l'architecture ARM qui va devenir la norme. On a même d'autres grands constructeurs comme Samsung, comme Huawei et Apple qui vont se lancer dans la fabrication de SoC, un système en chip qui vont compléter les puces ARM, les CPU, par des GPU, par des modems 4G. Et toujours sur l'histoire des SoC, c'est un SoC Apple, le fameux A4, qui va équiper l'iPad lors de sa présentation en 2010 par ce même Steve Jobs. À l'époque, on a une finesse de gravure de 45 nanomètres et environ une puissance de calcul de 50 millions d'opérations par seconde. Si on parle de puissance, quelle est la puissance de ces puces ARM aujourd'hui ? Alors ça a beaucoup évolué. On peut dire qu'ARM a rattrapé un petit peu son retard sur Intel. Si on prend l'exemple de la compacité, aujourd'hui, avec son partenaire TSMC, Apple est capable d'atteindre une finesse de gravure de l'ordre de 5 nanomètres. C'est 2 fois moins que les puces Intel qui sont aujourd'hui aux alentours de 10 nanomètres. Ils ont un petit peu de mal à passer en dessous. Et si on parle de puissance, le SoC A14 Bionic d'Apple peut contenir 12 milliards de transistors et réaliser jusqu'à 11 000 milliards d'opérations par seconde. Ça le met au même niveau que la puce d'une PS4 ou des derniers processeurs Core i9 d'Intel. Et ARM, d'ailleurs, travaille sur une nouvelle génération de processeurs qui devrait encore améliorer de 20% la puissance et réduire de l'ordre de 50% la consommation électrique. Alors on se demande pourquoi Intel ne rachète pas ARM. Alors c'est une bonne question, d'autant qu'Intel a fabriqué dans les années 2000 des processeurs ARM Xscale, mais ils les ont revendus à Marvell. Et aujourd'hui, Intel, peut-être en s'acharnant sur l'architecture Atom, a peut-être fait une erreur stratégique et leur capitalisation boursière, elle a fondu. Aujourd'hui, ils pèsent à peu près 186 milliards de dollars et ils n'ont probablement plus les moyens de s'offrir ARM. Dans le même temps, les spécialistes de ces architectures ARM ont vraiment progressé en bourse. On peut citer son concurrent Qualcomm, qui fait aujourd'hui quasiment jeu égal avec Intel, avec une valorisation de 150 milliards de dollars. Mais c'est surtout Nvidia, qu'on connaissait pour ses
ces GPU, ces puces graphiques, qui a flambé, qui dépasse aujourd'hui les 320 milliards de dollars en bourse. Et c'est Nvidia qui a fait un chèque de 40 milliards de dollars en septembre dernier pour racheter ARM et ses ingénieurs et ses brevets. Pour Intel, vraiment, la situation est devenue très compliquée. Non seulement ils n'ont pas réussi à s'imposer sur le marché des smartphones, mais ils sont attaqués maintenant sur leur cœur de métier des ordinateurs, mais également les puces pour serveurs qui sont aussi de plus en plus à la recherche de solutions basse consommation. On peut imaginer que du coup, ce soit un mobile first qui attaque aussi cette industrie informatique. Oui, clairement, l'alliance Wintel est derrière nous. Et aujourd'hui, le futur de l'industrie informatique, ce sont des processeurs ARM et ce sont de nouveaux systèmes d'exploitation comme Android et iOS. Et le grand sujet des années 2020, ce sera l'unification des plateformes informatiques. On le voit déjà chez Apple, où on va pouvoir faire tourner des applications iOS conçues pour des smartphones ARM qui vont pouvoir tourner sur des ordinateurs. Et il y a des réflexions similaires qui sont en cours aujourd'hui chez Google ou chez Microsoft, qui a aussi une version de Windows compatible ARM. Ma seule interrogation concerne peut-être la stratégie chinoise. On sait que Pékin a été échaudé par les sanctions américaines contre Huawei. Les Américains ont notamment interdit à Huawei de fabriquer, de concevoir des systèmes ARM ou d'acheter des puces ARM. Et il se dit que Pékin incite ses constructeurs à s'intéresser à une autre architecture, RISC-V, qui est une architecture open source. Et ce serait effectivement une stratégie moins risquée que de dépendre de brevets désormais sous contrôle américain. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, pour cette analyse de ce qui a chamboulé l'actu dans le mobile. On va enchaîner avec justement le débrief complet des dernières annonces d'Apple. Pour cela, nous sommes connectés avec Romain Heuillard qui a suivi la conférence de près. Bonjour Romain. Bonjour Delphine. Alors déjà, pourriez-vous nous faire un rapide récapitulatif de ces annonces de mardi Avec soir. plaisir. Alors, d'abord, Apple a présenté sa puce, donc Apple M1, qui est sa première puce maison pour Mac. Et il l'a détaillé comme ils n'ont jamais, rarement, sinon jamais détaillé une puce. Et puis dans la foulée, ils ont présenté les 3 premiers ordinateurs qui adoptent cette puce, avec par ordre d'apparition le MacBook Air, un nouveau MacBook Air, donc à puce M1 plutôt qu'à puce Intel. Ensuite un Mac Mini et ensuite un MacBook Pro 13 pouces. Alors, vous dites qu'ils ont vraiment insisté sur le processeur Apple M1. Qu'est-ce qu'on sait précisément de cette nouvelle puce ? Alors, comme Jérôme l'a un petit peu déjà évoqué, la puce Apple M1, en fait, c'est une version dérivée et largement améliorée de la puce A14 des iPhone 12 et de l'iPad Air 4. En fait, c'est une puce tout en un, comme le disait Jérôme, un SoC qui incorpore en fait le CPU, le GPU, la mémoire vive, et en fait tous les éléments essentiels qui autrefois étaient séparés dans des ordinateurs traditionnels à puce Intel. Alors en fait, le fait de tous les rassembler, déjà ça donne un gain de performance et un gain d'efficacité énergétique, sans même parler en fait de la finesse de gravure en 5 nanomètres. Simple fait que ce soit rassemblé, déjà c'est un gain significatif. Apple revendique que ce CPU est le plus efficace au monde. En fait, il y a plus de performance par cycle d'horloge et aussi plus de performance par watt. Il y a déjà des analyses qui ont été faites par des experts en CPU, etc. Et visiblement, les revendications d'Apple sont très plausibles. Voilà. Et surtout, on a aussi eu des premiers benchmarks qui ont un petit peu fuité sur des outils de test de performance qui montrent des performances vraiment très prometteuses. Et on a aussi le GPU intégré à cette puce qui est le plus performant. Donc, comme je disais, cette puce est vraiment très encourageante. Donc, on a ces résultats de tests qui ont fuité qui donne en fait ce CPU comme plus puissant que le Core i9 du MacBook Pro le plus haut de gamme. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des ordinateurs, les ordinateurs dont j'ai parlé, MacBook Air, Mac Mini, MacBook Pro 13 pouces, ce sont des ordinateurs d'entrée de gamme qui d'entrée de jeu avec ces nouvelles puces Apple vont être plus puissants que le MacBook Pro, l'ordinateur portable le plus puissant aujourd'hui en gamme chez Apple. Et on a le GPU intégré qui rivalise avec certains GPU dédiés de milieu de gamme. Ça c'est une petite prouesse aussi. On va peut-être y revenir un peu plus tard. Le GPU intégré à la puce M1 ne rivalise pas encore avec quand je dis GPU, des puces graphiques pour faire tous les calculs 3D, etc., les plus performants, mais c'est déjà une petite prouesse sur ce point. Avec des premiers résultats donc prometteurs et qui sont visiblement en ligne avec ce qu'a annoncé Apple. Il n'y a eu qu'une seule puce d'annoncer, on est bien d'accord. Il y a 3 produits, mais une puce. Oui, tout à fait. Alors Apple a bien annoncé que à l'avenir, il y aurait une gamme de puces Apple. Dans un premier temps, on n'en a qu'une seule. Et en fait, la segmentation entre ces 3 machines se fait essentiellement avec la présence ou non d'un ventilateur dans l'ordinateur. Dans le MacBook Air, il n'y en a pas. Alors que dans le MacBook Pro, vous avez un ventilateur.
Et ce ventilateur, en fait, c'est-à-dire que les performances en pointe, quand vous, je sais pas, quand vous naviguerez sur Internet, bah, vous aurez le même résultat sur un MacBook Air que sur un MacBook Pro. En revanche, si vous sollicitez de manière continue le processeur, par exemple, je sais pas, en encodant, en exportant une vidéo, un montage vidéo sur Final Cut, la ventilation du MacBook Pro va permettre au processeur de tenir sa puissance maximale tout le temps, alors que sur un MacBook Air, il y a un moment, il faudra que la puce soit un petit peu bridée pour rester en température correctement. Alors, quelle est votre analyse personnelle sur ces annonces Apple de la semaine? On est sur des produits pour l'instant d'entrée de gamme? Oui, tout à fait. Alors, sous réserve de tests indépendants, c'est vraiment très impressionnant. On note, comme je disais, que Apple, du coup, néanmoins, commence seulement par l'entrée de gamme et notamment et en particulier par le grand public. C'est pas encore des machines professionnelles pour le moment. Il va falloir, en fait, ça s'explique par le fait qu'il va falloir du temps pour la transition des applications, des pilotes, de matériel, etc. Le fait aussi, comme je disais, que le GPU intégré n'est pas encore à la hauteur des meilleurs GPU dédiés, ou en tout cas, ils ne peuvent pas avoir de revendication de x2 ou de x3 comme ils peuvent l'avoir déjà maintenant sur le CPU. Apple prévoit qu'ils vont migrer toute leur gamme sur 2 ans, mais voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Moi, j'ai 2 petits regrets par rapport à cette puce et à ces premiers ordinateurs. C'est d'abord qu'il n'y ait pas plus de port Thunderbolt. Thunderbolt, c'est une technologie qui a été conçue en partenariat avec Intel, donc on peut comprendre qu'en train de quitter Intel, on peut imaginer qu'ils ont des royalties à payer sur Thunderbolt. Donc là, ils ne mettent que 2 ports, alors que sur le MacBook Pro, on pouvait en avoir jusqu'à 4. Ça, c'est un petit peu une réserve là-dessus. Et puis une autre déception, donc je l'ai dit, c'est une puce qui est dérivée de ce qu'on a sur iPhone et sur iPad. Vous pouvez s'attendre à ce que ces ordinateurs aient enfin de la 4G ou de la 5G intégrée. Et malheureusement, ça, ils ne l'ont pas fait. On peut imaginer aussi que c'est pour fidéliser les clients, pour espérer qu'ils continuent ou qu'ils achètent des iPhones avec lesquels, vous le savez, le partage de connexion est transparent. Très bien. Est-ce que vous diriez, comme Jérôme Bouteiller, que c'est une révolution pour le secteur et toute l'industrie de l'informatique, cette puce M1? Alors, c'est clairement une révolution pour Apple, mais alors, c'est pas la première fois, on le rappelle, qu'ils changent donc d'architecture, pardon, puisqu'ils sont passés de PowerPC et des puces Intel x86 il y a 15 ans. Il y avait vraiment qu'Apple, en fait, pour envisager un tel changement. C'est les seuls qui ont une intégration verticale qui leur permet comme ça de tout changer aussi facilement. Je pense que c'est un tournant pour tout le reste de l'industrie informatique, que ça peut susciter des vocations, notamment chez Microsoft, qui a déjà fait des expérimentations qui n'ont pas été très concluantes sur le passage à l'architecture ARM, ou chez Huawei, effectivement, qui pourrait lancer sa propre architecture. Mais après, on a quand même, sur le reste du marché, on a Nvidia qui innove très très fort en GPU dédié, avec ses propres technologies. On a aussi AMD, qui avec l'architecture x86 toujours, est de retour assez fort dans la course. Donc pour le reste de l'industrie informatique, voilà, il n'y a pas que ARM pour le moment. Mais effectivement, après plusieurs années ennuyeuses, c'est le début d'une nouvelle ère très, très, très excitante pour l'industrie informatique, ça, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup Romain Hyard, journaliste et consultant en nouvelles technologies. Merci également à Jérôme Bouteiller. Vous avez tous les deux bien débriefé de cette actu à la fois mobile et fixe de l'informatique. C'est l'heure de notre plongée dans l'histoire des réseaux avec la grande interview de Valérie Schaeffer. Cette grande interview est un peu particulière car mon invité n'est pas en plateau. Valérie Schaeffer est professeure et chercheur au C2DH, le Centre d'histoire contemporaine et numérique de l'Université du Luxembourg. Alors c'est de là qu'elle partagera avec nous ses savoirs et son regard d'historienne sur le monde numérique. Bonjour Valérie Schaeffer. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté de participer à l'émission malgré les 300 km qui nous séparent. Alors, quand je pense à l'histoire des réseaux, me viennent 2 disparitions sur lesquelles je serais curieuse de connaître votre analyse. C'est d'abord celle des femmes dans l'informatique qui ont disparu, mais aussi celle de la France. Alors, on peut peut-être commencer par là. Louis Pouzin, par exemple, à l'époque de l'ARPANET français, qu'on appelle Cyclade, avait posé les bases d'un protocole qui a servi finalement aux pères de l'Internet, qui étaient les Américains Vinton Cerf et Robert Kahn. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi a-t-on raté cette opportunité incroyable de faire partie des pionniers du monde numérique? Alors, est-ce qu'on a raté cette occasion? Il y a cette frustration. Est-ce que la France aurait pu inventer Internet?
Il y a d'ailleurs un roman qui est sorti il y a peu de temps de Reinhardt, comédie française, qui porte sur ces questions et qui a redonné lieu à une petite vague, on pourrait dire médiatique, de regrets sur on avait un des pères de l'Internet. Alors l'Internet, c'est quand même plus que des protocoles. Bien sûr que les travaux de Louis Pouzin dans les années 70 et de son équipe, puisque derrière il y a aussi toute une équipe qui travaille à Cyclades, ont été fondamentaux, et notamment dans ce que l'on appelle la commutation de paquets, le fait de faire circuler des petits paquets dans le réseau plutôt qu'un message entier. Donc oui, il a effectivement développé le datagramme. Il y a aussi eu d'ailleurs des recherches en Grande-Bretagne sur ces questions. Après, c'est un faisceau d'explications extrêmement complexes. Ce sont à la fois des affaires de politique industrielle et de recherche française qui vont avoir un impact. C'est la force aussi des groupes de discussion, de standardisation aux États-Unis qui vont aussi jouer un rôle. Enfin, voilà, il y a de multiples facteurs. Je crois que ce qui est important, c'est pas de se dire la France a raté le virage, elle le prend, en tout cas au niveau des recherches, mais de se dire au contraire qu'il y a eu à ce moment-là, dans l'air du temps, une réflexion sur ce qui deviendra Internet, et que les Européens, effectivement, n'étaient pas en reste. Ils vont d'ailleurs participer à bien des égards à cette histoire d'Internet et du web. On peut aussi rappeler que le web démarre au sein du CERN, l'Organisation européenne de recherche nucléaire, à la fin des années 80, et que c'est Tim Berners-Lee, un Britannique, qui va développer ce qui nous permet aujourd'hui de tous naviguer sur la toile. Donc il y a bien aussi une histoire européenne et une histoire évidemment française d'Internet et du web. Et comment vous voyez, je rappelle cette histoire du Minitel français qui a été une sorte d'alternative à Internet. Comment vous voyez ce choix qu'on a fait, nous, du Minitel? Est-ce que c'était totalement anachronique? Non, au contraire, c'était tout à fait dans l'époque. On était encore dans une logique très forte de pouvoir des télécommunications. On n'était pas encore dans la déréglementation, etc. On était dans la France du monopole des télécoms. Alors d'abord, il faut noter que les télécoms, très rapidement, en tout cas dès les années 60, s'intéressent très fortement à la convergence avec l'informatique, mènent aussi des recherches sur les réseaux. Et si on regarde l'histoire du Minitel qui s'éteint en 2012, au final, c'est un succès. Alors, on a beaucoup accusé le Minitel d'avoir été responsable du retard français sur Internet et le web. Mais il y avait cette phrase de Jacques Chirac à l'époque, qui disait que la boulangère d'Aubervilliers pouvait consulter son compte en ligne quand celle de New York ne pouvait pas. Dans les années 80, on a déjà des services en ligne et tout un écosystème numérique extrêmement vivant avec le Minitel. Alors, on peut lui reprocher des formes de centralisation, toute une série de choses, mais il était parfaitement dans l'air du temps, et même très très novateur et avant-gardiste au moment de son développement et dans la période des années 80. Donc ça a développé même nos usages, si je vous comprends. Pour autant, aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup l'Europe présente dans le monde du numérique. Est-ce que vous diriez qu'on est devenu, une formule qu'on entend de plus en plus, une colonie dans ce monde du numérique? Est-ce que la comparaison tient d'ailleurs de la colonie? Ah, écoutez, alors c'est effectivement assez discutable, et là on se lancerait, enfin effectivement c'est une comparaison à manier avec beaucoup de précautions, ne serait-ce que par respect pour l'histoire coloniale et celle de la décolonisation et postcoloniale. Alors est-ce qu'on est complètement pas dépassé dans les usages? Je ne crois pas. Dans ce qui est de l'innovation non plus, d'ailleurs, parce qu'on voit une recherche en France et en Europe extrêmement dynamique, une recherche d'ailleurs qui dépasse largement les frontières aujourd'hui, et les Européens contribuent à beaucoup de
de projets transnationaux et internationaux. Alors de là à dire évidemment qu'on est en très bonne position, c'est discutable, mais si on se place ne serait-ce que sur le plan de la régulation, de la législation, de la réflexion sur l'avenir du numérique. On voit avec, par exemple, le règlement sur la protection des données ou d'autres initiatives que l'Europe a quand même, ou l'Union européenne, les moyens aussi de s'affirmer, d'affirmer une réflexion, d'affirmer des enjeux éthiques, d'affirmer évidemment aussi des enjeux d'innovation et technologique. Donc je ne serai pas si pessimiste, tout en étant évidemment réaliste sur le fait qu'aujourd'hui, les GAFAM, ça vient souvent évidemment des États-Unis, mais c'est peut-être le moment justement de créer, de développer et de continuer à développer des vraies alternatives. Alors, quel est votre regard d'historienne sur les procédures qui sont en cours? On a Amazon qui est visé par une enquête pour abus de position dominante par la Commission européenne. On a Google qui est accusé aux États-Unis d'écraser ses concurrents. Est-ce qu'on est en train d'assister à une histoire qui se répète, à un épiphénomène, ou vous y voyez véritablement un tournant? Alors, c'est difficile pour l'historienne de voir déjà des tournants, je pourrais vous le dire dans une quinzaine d'années. Simplement, vous savez, c'est Tim Wu qui a beaucoup travaillé et popularisé la notion de neutralité de l'Internet, qui a écrit un livre qui s'intéressait à la montée, la puissance et la chute des empires de la communication. On en a déjà vu un certain nombre, je pense à AT&T et à d'autres, et on peut se demander effectivement combien de temps ces géants aujourd'hui du numérique tiendront. Le fait qu'il y ait des voix dissonantes, le fait que ce soit au niveau de la société civile, au niveau des États, au niveau des consommateurs, que soient rappelées des règles qui tiennent à garder un paysage numérique varié, ouvert aussi, et pas totalement menotté par un monde de silos d'applications. Ça me paraît en tout cas un signe de dynamisme, de prise de conscience, et c'est important dans l'univers du numérique. Alors, moi, je voulais aussi parler de votre étude qui démarre là sur la viralité en ligne à travers le temps. Vous allez forcément vous intéresser à ces mèmes qui sont des phénomènes qui se répètent en masse sur Internet. Alors, peut-être avant qu'on en parle, je vous propose qu'on regarde justement l'un des premiers à avoir eu un grand succès sur la toile. Bon, Valérie Schaeffer, qu'est-ce que ça nous dit de notre histoire, là, ces hamsters qui se dandinent? D'abord, pour vos téléspectateurs, je pense que là, c'est pour le week-end qu'ils vont avoir cette musique en tête, d'ailleurs inspirée de Disney. C'est 98, c'est un phénomène qui va d'abord démarrer sur GeoCities. Alors, ça peut paraître extrêmement léger et superficiel. Hier, j'animais une conférence qui a été donnée par un chercheur spécialiste de tout ce qui est image et culture visuelle, qui est André Günther, et qui parlait de la viralité des vidéos de violence policière. Alors à côté, évidemment, les dancing babies ou les hamsters ou les chatons et les licornes sur Internet, ça peut paraître, ou sur le web, très léger. Ce qui m'intéresse pourtant, et là on voit toute une série défiler, par exemple pour le dancing baby ou pour les hamsters, c'est cette période des débuts du web. Alors les hamsters, c'est 98, mais on est encore dans cette période où les utilisateurs sont extrêmement créatifs, créent une multitude de pages personnelles. Alors cette créativité, elle a pas disparu, mais il y a ce côté artisanal extrêmement touchant. Alors là, on voit Liv Britney Alone et Chris Crocker. Avant, on a vu aussi d'autres pages qui ont été extrêmement célèbres. Et là, on est en train de parcourir tout un univers de plateformes. Les hamsters, ça m'évoque aussi donc que c'était le temps de GeoCities. Et ce service va être fermé de
mémoire en 2009 par Yahoo. Et donc aujourd'hui, il est rentré un peu dans l'histoire des cultures numériques. Et ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aussi à ce qu'on appelle le web ou les cultures vernaculaires populaires. On en voit ici un certain nombre que ça soit des performances, les Harlem Shake. On a vu avant des pages plus individuelles. Et on va passer aussi de toute une créativité qui va du web à aujourd'hui Instagram et TikTok, avec des cultures qui se répètent mais qui aussi s'actualisent, et c'est ça qu'on va travailler au sein du projet. Et ça dit aussi de l'évolution de notre monde numérique et de la société qu'il y a une forte mondialisation, puisque ce sont des phénomènes qui se répètent partout dans le monde. On a une sorte d'identité de culture numérique tous commune. Alors oui et non. C'est effectivement à la fois une culture qui circule, et c'est aussi ce qu'on va chercher un petit peu à voir, c'est comment justement ces phénomènes viraux sont reçus à la fois au Danemark, à la fois en Grande-Bretagne, à la fois en France. Alors après, il y a évidemment des phénomènes qui sont un petit peu plus locaux. Oui, alors là, on voit le Ice Bucket Challenge aussi. Ces challenges, ils sont aussi extrêmement intéressants. Mais on parlait de répétition, puisque je vois Trump, le livre Britney Alone qu'on a vu passer, qui défendait la star Britney Spears, a été réinterprété en un livre Trump Alone. Et là, alors, la robe et ces questions aussi de couleur, est-ce qu'on la voyait blanche et dorée ou bleu et noir? Alors, il y a eu une réflexion des scientifiques pour essayer d'expliquer aussi ces différences de perception, notamment sur la couleur de la robe. Mais il y a aussi eu, par exemple, une campagne publicitaire dédiée aux violences faites aux femmes, où on voyait un mannequin habillé de la robe en blanc et doré, et le slogan était « Pourquoi on ne voit pas le bleu et le noir ?» Enfin, les bleus, et il y avait tout ce passage, on va dire, d'un phénomène au départ très populaire, un phénomène qui devient aussi, qui prend une portée et un message bien plus fort. Et on voit des circulations médiatiques en permanence entre ce qui se passe sur la toile, ce qui se passe en ligne. Un Momo qui effraie aussi les adolescents et qui circule sur WhatsApp. Alors WhatsApp, c'est un vrai problème, parce qu'au niveau archivage, pour l'historien, évidemment, il y a des tas de plateformes qui nous échappent plus que d'autres, et qui sera plus dur à travailler ou à reconstituer. Alors, on va venir à l'archivage, puisque je sais que c'est votre dada, c'est votre sujet de prédilection. Vous avez notamment écrit avec la chercheuse Francesca Musiani, que j'ai reçue en plateau la semaine dernière. Qu'est-ce qu'une archive du web? Alors, je ne sais pas si ces images qu'on a vues de même, vous allez les archiver, si elles sont archivées ou pas. En tout cas, ça pose la question de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, et qui décide que telle image, tel propos, tel site doit être conservé pour l'histoire. Alors, qui décide, c'est compliqué. Il faudrait rentrer dans les coulisses un peu de l'archivage du web. Je vais le faire en quelques secondes. En 1996 est créée la Fondation Internet Archive, et c'est vraiment un des pionniers aux États-Unis, derrière Bruce Turkell, pour l'archivage du web. Aujourd'hui, on a plus de 500 milliards de pages web archivées depuis les années 90, et j'invite d'ailleurs tous les téléspectateurs à aller découvrir en ligne ces archives du web sur la Wayback Machine, où ils trouveront des trésors. Et parmi eux, il y a nos hamsters, il y a nos dancing babies, et il y a toute une série de sites qui vont des sites institutionnels. On peut retrouver les pages du CNRS, des pages de chaînes audiovisuelles ou autres également en ligne. Et puis, depuis excusez-moi, depuis plusieurs années, notamment en France, un certain nombre d'institutions se sont mis à archiver leur web, entre guillemets, national.
En France, c'est la Bibliothèque nationale de France et l'Institut national de l'audiovisuel qui prennent en charge cet archivage du web, l'INA sur la partie donc plus audiovisuelle. Et donc certainement en ce moment, on va être aussi nous archivés et conservés dans les archives de l'INA. Alors pour ce qui est du choix de préservation, eh bien il y a des règles, hein. Il y a un dépôt légal en France qui définit l'archivage du web, comme il a défini avant la conservation des publications papier. Et ensuite, il y a des choix derrière qui sont des choix à la fois humains, budgétaires, institutionnels, organisationnels. On ne peut pas tous les jours archiver même tout le web français. Donc il y a des collectes annuelles où on essaye de ramasser à la Bibliothèque nationale de France une image, on va dire, du web français. Et puis il y a des collectes qui sont plus régulières, qui peuvent être quotidiennes, mais qui vont être par exemple sur les sites de presse en ligne. Donc tout ça pour dire qu'un blog, par exemple personnel, sera moins régulièrement conservé qu'un site de presse en ligne, mais on va retrouver effectivement toute cette histoire du web dans les archives du web. Et alors ce qu'il faut préciser, je crois que c'est important, c'est que ce sont en plus des archives interactives. On peut naviguer et retrouver la profondeur des pages et circuler de lien en lien, donc on n'est pas dans des captures d'écran figées. Alors on peut pas tellement en fait. C'est pas forcément accessible à tout le monde en France aujourd'hui les archives. Comment ça se passe avec les posts sur les réseaux sociaux, les communications? Est-ce qu'elles sont également archivées sur Twitter, sur Facebook? Oui, alors deux choses sur l'accès, effectivement, on peut tous aller en ligne pour voir un certain nombre d'archives du web, c'est celle donc d'Internet Archive sur la Wayback Machine. Au Portugal, il y a aussi des archives du web sur archivo.pt qui sont accessibles. On peut en trouver aussi chez les Britanniques, mais effectivement en France, dans le cadre du dépôt légal, il faut être chercheur et se rendre à la Bibliothèque nationale de France ou dans des bibliothèques en région pour pouvoir consulter ces archives du web. Et elles contiennent aussi effectivement des archives des réseaux sociaux. Il y a quelques années notamment, j'ai travaillé sur les traces numériques de Charlie Hebdo ou encore de l'attentat du Bataclan. Ce sont des millions de tweets qui ont été notamment archivés par l'INA et qui gardent une trace, une mémoire et à terme qui feront histoire pour retracer les événements de 2015 ou encore de 2016. Alors après la conservation, l'archivage des réseaux sociaux, il est très variable. Par exemple, le Periscope est mal archivé. Facebook pose des problèmes entre statut public et privé. En fait, actuellement, le plus simple à conserver, et c'est donc majoritairement celui qui est conservé, c'est Twitter. Alors, c'est passionnant de se plonger dans l'histoire d'Internet, du web, des réseaux sociaux, mais qu'est-ce que ça peut nous apprendre et nous permettre de comprendre de la société aujourd'hui, de l'évolution des usages et de ce monde technologique ? Alors, ça me permet déjà peut-être de revenir à la question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure et j'en suis désolée, sur la place des femmes dans l'informatique et l'histoire de l'informatique. Vous avez raison de souligner que leur présence est relativement discrète ou en tout cas trop discrète, que ça soit sur les bancs des universités dans les préparations informatiques ou encore dans la recherche ou l'industrie informatique. Et effectivement, se replonger dans l'histoire, c'est redécouvrir ce qu'on a pu qualifier un peu d'âge d'or pour la présence féminine, le moment où dans les années 60-70, c'était au contraire une carrière qui paraissait favorable aux femmes, au point que dans Cosmopolitain, en 67, on présentait le destin de programmeuse comme totalement parfait pour les femmes. C'était, comme le disait une figure très importante, notamment pour le développement du langage COBOL, Grace Hooper. Elle disait que en fait, programming, c'était comme planning dinner, que c'était exactement fait pour les femmes. Et aujourd'hui,
l'informatique évidemment est toujours fait pour les femmes, mais en tout cas, elles ne choisissent plus tellement autant cette carrière. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous permet de redécouvrir, notamment, on voit ici les ENIAC Girls, des figures qui ont été à un moment un petit peu invisibles et qui ont joué un rôle important dans l'histoire de l'informatique, qu'elles soient individuelles ou collective. Là, on est au moment de la Seconde Guerre mondiale en train de développer cette énorme machine qui est l'ENIAC. Ça nous rappelle aussi à quel point l'informatique a en un demi-siècle considérablement évolué de ces énormes machines qui occupaient des pièces entières jusqu'à nos ordinateurs mobiles, voire nos smartphones. Alors toutefois, il faut se méfier d'une espèce de continuité ou d'explication un petit peu simpliste. On n'est pas du tout dans le même travail à la fin de la Seconde Guerre mondiale ou même dans les années 60-70 quand on parle par exemple de programmation et dans ce que font aujourd'hui les programmeurs. Donc, ce que l'histoire peut apporter, elle peut éclairer des continuités et des continuités dans l'histoire du numérique. On en trouve une multitude. Les premières Flame Wars, par exemple, elles sont inhérentes au début des échanges numériques. On voit que la culture des mèmes, elle traverse toute l'histoire du numérique. On voit également que les questions de gouvernance, les questions de régulation, la question du rôle des intermédiaires et notamment dans sans dire le mot censure, mais le blocage de contenu considéré comme illicite ou pas, tout ça, ça remonte aux années 90 et même auparavant. Et en même temps, il faut se méfier un peu de ces continuités qui peuvent être un peu artificielles. On a tellement à un moment voulu parler de révolution numérique, de rupture, avec une forme parfois de naïveté dans des formules comme le tournant 2.0, etc., qu'on a eu à un moment tendance, j'ai de la compagnie, j'ai un chien, excusez-moi, qui hurle derrière, ce qui ne s'est pas arrivé en plateau. Et quand c'est pas le mien, je peux rien faire. Donc, on doit aussi se méfier de vouloir à tout prix présenter des continuités parce qu'on a effectivement aussi d'énormes changements dans la participation, cette capacité, justement, ici, on voit des mouvements, je pense au mouvement notamment Black Lives Matter, à la vidéo toute choquante qu'elle est, qui a circulé de la mort de George Floyd. On a aussi des phénomènes nouveaux pour documenter dans des registres bien plus sérieux, évidemment, que ce qu'on a pu voir avant, ce qui se passe. Donc là, on est évidemment sur des questions qui sont aussi des questions... On y revient, une violence policière qu'on a abordée hier, je l'ai évoqué avec André Günther, dans ces questions de surveillance, de panoptique inversée, de tendance à surveiller les surveillants. Et ça, c'est quand même des choses qui ont certes une histoire, mais qui prennent une actualité aussi brûlante aujourd'hui. Merci beaucoup Valérie Schaeffer, c'est la fin du temps qui nous est imparti pour cette grande interview. Merci encore d'avoir partagé votre regard d'historienne sur notre patrimoine numérique et ce qu'on laisse en héritage. Vous êtes chercheuse au C2DH et professeure à l'Université du Luxembourg. Merci encore. Nous, juste après la pause, on quitte le Luxembourg pour un voyage dans l'espace. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et pour le rendez-vous de Cécilia Sévry sur l'espace. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors on va poursuivre notre découverte des objets du système solaire avec les comètes aujourd'hui. Oui, avec les comètes. La semaine dernière, c'était les astéroïdes. Aujourd'hui, on poursuit avec les comètes. Alors, une comète, Delphine, c'est un corps à peu près sphérique qui peut atteindre une dizaine de kilomètres de diamètre. Il est constitué de glace et de poussière et les comètes se sont formées en fait en même temps que le système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Et le mot comète vient du grec
coma qui signifie que. Pourquoi ? Parce que lorsque l'un de ces objets s'approche du Soleil, une partie de sa matière se sublime et l'astre développe une queue de poussière longue de plusieurs millions de kilomètres. Cette matière réfléchit la lumière du Soleil, ce qui rend le corps visible depuis la Terre. Et quand je dis qu'elle se sublime, en fait, je parle d'un phénomène scientifique, ça s'appelle la sublimation, c'est-à-dire que la glace, en s'approchant du Soleil, passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Et on compte combien de comètes et où les trouve-t-on ? Alors, on en compte en 2019 plus de 3500 et on les trouve dans les régions froides aux confins du système solaire, précisément dans ce qu'on appelle le nuage d'Oort. Alors, ce nuage, il est situé au-delà de la ceinture d'astéroïdes, la ceinture de Kuiper, qui borde le système solaire. Et lorsqu'elles sont là-bas, bien sûr, au-delà de la ceinture, on ne peut pas les voir. Pourtant, on a déjà pu en observer. On a déjà pu en observer parce qu'en fait, il arrive qu'elles se déplacent, qu'elles quittent ce nuage d'Oort. Ces déplacements s'expliquent par des instabilités gravitationnelles. En fait, tout simplement, elles sont attirées par la force d'attraction des planètes qui sont autour. En conséquence, certains corps tombent en direction du Soleil avec une trajectoire parabolique, une trajectoire qui les amène à dépasser la ceinture. Là, ces comètes s'approchent du Soleil et ce phénomène de sublimation a lieu. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on peut les voir. Est-ce qu'on distingue plusieurs types de comètes ? Oui, alors il y a les comètes non périodiques, celles qui ne passeront qu'une fois autour du Soleil, près du Soleil, et les comètes périodiques, celles qui passeront plusieurs fois dans leur trajectoire près du Soleil. Et la plus connue, c'est la comète de Halley. C'est la première comète périodique qu'on a pu observer. Et elle revient vers le Soleil tous les 76 ans. Elle a marqué l'histoire à chacun de ses passages. En 1309, déjà, on prenait cette flamme dans le ciel, en fait, pour une manifestation divine. On la trouve dans beaucoup de représentations aujourd'hui. Et c'est un certain Edmund Halley qui lui a donné son nom. Il a été le premier à affirmer que c'était le même astre que l'on relatait dans les écrits depuis des siècles. Il a donc prédit qu'elle repasserait en 1758. Problème, Edmund Halley est mort 16 ans plus tôt parce qu'elle est bien repassée en 1758, mais il n'était pas là pour le voir. Nous, par contre, on sera là pour voir son prochain passage qui est prévu en 2061. Et alors, quel est l'intérêt scientifique d'étudier ces comètes ? Alors, l'intérêt scientifique, c'est que, comme je l'ai dit, les planètes et les comètes ont une origine commune. C'est-à-dire qu'elles se seraient donc formées à peu près au même moment, plus ou moins de la même manière. Les comètes actuelles se sont juste formées plus loin, elles se sont éloignées du centre du système, et donc quand elles reviennent, en fait, elles sont vierges de toute perturbation extérieure, et c'est là que réside tout leur intérêt, éventuellement. Évidemment, en fait, loin du Soleil, la comète voyage dans un univers très, très froid. C'est pour ça qu'il y a tout ce phénomène de sublimation, etc. Et donc, cet univers froid ralentit son évolution chimique. Et les comètes ont donc une mémoire vieille de 4,6 milliards d'années, dont la lecture nous apportera certainement de nombreuses réponses. Pour trouver ces réponses, justement, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a lancé une mission en 2014. Vous vous en rappelez peut-être, c'était la mission Rosetta. Elle a été très médiatisée à ce moment-là. Il y avait donc la sonde Rosetta et l'atterrisseur Philae. L'objectif, c'était l'étude de la comète Tchouri. Alors, son nom complet, c'est Churyumov-Gerasimenko, précisément. Et Philae s'est posé le 12 novembre 2014 sur cette comète. Pas mal d'analyses ont été faites par la sonde, mais aussi par Rosetta, à distance. On a appris par exemple que sur la comète, il faisait moins 163 degrés. Et puis les instruments ont détecté tout un tas de molécules intéressantes, parmi elles celles de l'eau, du monoxyde de dioxyde de carbone également. Mais le résultat le plus attendu, en fait, c'était la mesure de la proportion de deutérium, un isotope de l'hydrogène, par rapport à l'hydrogène normal. Alors ça semble assez peu lisible pour le grand public, mais en réalité ce rapport est important parce qu'il était 3 fois plus grand que ce qu'on peut mesurer sur Terre, ce qui voudrait peut-être dire, ça nous aiderait en fait à comprendre l'origine de l'eau qui est sur Terre, parce qu'en fait, vous le savez, au moment de la formation de la Terre, elle était beaucoup trop chaude pour garder l'eau qu'elle avait sur elle. Peut-être, donc, l'hypothèse serait que cette eau viendrait des comètes qu'on observe dans le ciel. Donc, il s'agit bien de glace là-haut. Et puis, récemment, on continue à avoir encore des résultats en fait, de Rosetta qui viennent étayer cette hypothèse, puisqu'on a pu étudier la zone sur laquelle Philae s'était posé. Ça a été toute une histoire quand il s'est posé, c'était très difficile. Et puis on s'est rendu compte que la zone dans laquelle c'était posé, d'après les scientifiques, était aussi moelleuse que de la mousse d'un cappuccino. Ce qui voudrait dire que l'eau là-dessous sera encore plus légère que prévu. Donc voilà, on a encore beaucoup de résultats à découvrir et c'est une affaire à suivre.
Merci beaucoup Cécilia Sévry pour cette fin de semaine en beauté. Je vous laisse tout de suite partir pour changer de plateau. Vous allez nous présenter le Lab Startup dans quelques instants et ça nous donnera l'occasion de découvrir 4 nouvelles jeunes pousses innovantes. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces histoires et ces découvertes et réflexions autour du numérique. On se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.